Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Xtool D1. Alors c'est une graveuse laser avec une sortie optique de 10 watts. On va avoir une tête qui va être vraiment efficace et franchement la machine, vous allez voir, elle est vraiment bien conçue, c'est robuste à souhait, c'est vraiment bien fait. C'est du full métal, c'est tout en aluminium, même les rails sont en acier. On va avoir des roulettes en acier, c'est vraiment très costaud. Petit point négatif à dire sur le fait que ça soit full métal, par contre, c'est que ça vibre énormément. La carlingue avec les roulettes métal, quand on fait de la gravure, ça résonne quand même pas mal. Mais au final, ça reste quand même efficace. Ça reste quand même pas mal efficace et au final, je ne suis pas déçu de cette machine-là. Alors, ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est que les rails, là, vous conseillerais de mettre de la graisse dessus. Comme ça atténuera le bruit des vibrations et au final, ça augmentera la longévité des roulettes qui frottent sur les rails. Là. Ensuite, donc comme je vous disais, la tête, donc ça va être une sortie optique de 10 watts. Alors ils ont fait en fait un système avec deux diodes de 5 watts avec des prismes pour pouvoir augmenter la puissance et la doubler du coup. Ils ont également la tête en 20 watts avec 4 diodes positionnées et un miroir au fond en fait avec un prisme et ça balance tout en sortie optique. La 20 watts, je pense que ça va causer et ça va permettre de faire pas mal de choses. Déjà que la 10 watts nous permet quand même de faire de la découpe dans certains matériaux du bois, hein, je parle de bois, métal, vous oubliez, c'est clair et net. Alors du coup, on peut faire de la découpe de plexi. J'ai testé un petit peu. J'ai fait du contreplaqué, du MDF comme d'hab. L'avantage, c'est qu'on peut augmenter un petit peu la rapidité par rapport à des 5 watts. Là, ça devient vraiment efficace. Le 20 watts, je pense qu'il va chanter pas mal derrière, mais bon. On verra si Xtool m'en envoie un. Alors, pour faire un petit résumé vite fait, Xtool, c'est un dérivé en fait de MakeBlock qui fabrique des petits robots éducatifs et tout ça en Chine là-bas. Et du coup, Xtool ont également la gamme en fait de lasers CO2 qui sont dans des caissons fermés, hein, des lasers de bureau. Ils ont également la Xtool M1. En fait, c'est comme une Xtool D1, mais sauf qu'elle est dans un caisson fermé également avec une extraction d'air, tout en restant en laser diode comme celui-ci. Par contre, je crois que le volume est plus petit. Je crois qu'il fait que 30 cm le laser. Ah bon. Le Xtool D1, donc il existe en plusieurs déclinaisons. Il va y avoir le Xtool D1 normal, il va y avoir le Xtool D1 Pro. J'ai pas encore vu à quoi il ressemblait, il va sortir pendant que je fais la vidéo, là il est en cours de test chez Xtool je crois, où il a déjà été annoncé, j'ai commencé à avoir des pubs, mais rien que le Xtool D1 déjà permet de faire des choses intéressantes. Alors, petit point négatif de la machine, ça va être le côté carte mère propriétaire. On peut l'utiliser avec Lightburn, mais le problème c'est que laser GRBL ne marchera pas dessus parce que ce n'est pas du laser GRBL et la laser GRBL n'est pas capable d'interpréter le langage de cette machine. La machine est prévue pour fonctionner avec le logiciel LaserBox, c'est le logiciel de chez Xtool. C'est un logiciel qui est vraiment simpliste, qui est vraiment limité au niveau des réglages, de tout ça. En fait, on peut faire une gravure, une découpe en même temps, mais on va pas avoir un effet, enfin une espèce d'effet de calque comme sur Lightburn. Je n'ai pas encore de licence de Lightburn, mais je pense que bientôt, avec le nombre de lasers que je teste, je vais pas avoir le choix, je vais devoir aller dessus parce que j'en ai besoin, même pour tout ce qui est graveur de photos, de trucs comme ça. Lightburn permet vraiment de faire quelque chose de plus précis, de plus joli. Et également, sur ces machines-là où on n'a pas de in-stop mécanique, l'avantage de Lightburn, c'est qu'on a une grille, on sait au moins où on peut se positionner. Là, le logiciel qu'ils utilisent, Laserbox, est vraiment limité. On n'a pas de capacité à faire un home, puisqu'on n'a pas de in-stop. C'est à nous de positionner la tête laser là où on veut la mettre. Et je vous garantis que si vous la mettez vraiment au bord, et que, en fait, sur la tête laser, vous allez avoir une petite croix qui va vous permettre de positionner votre tête laser. En fait, une petite croix rouge. Et après, vous allez avoir un offset, un décalage par rapport à la tête de la diode en fait du laser. C'est-à-dire qu'en gros, la petite diode rouge sert de croix pour positionner, mais elle est décalée par rapport au point de travail. Ce qui veut dire que si vous mettez la croix rouge dans un coin, il faut vraiment être sûr que votre point de travail du laser ne va pas commencer en dehors du cadre. Parce que quand on a un offset, si on règle la croix rouge complètement au bord, moi ce qui se passe c'est que ça vient gratter et ça ne peut pas aller plus loin, vu qu'on a un décalage. Donc c'est vraiment à vous de positionner la croix rouge au bon endroit, sinon vous allez carrément sortir du cadre et vous allez faire n'importe quoi. Du coup, pour le volume de travail de la machine, on est sur 43 de large par 40 de haut. Pour moi, on est dans les 39 et pas du tout dans les 40 parce que, comme je vous ai dit, ça gratte facilement sur les bords quand on est hors cadre. Je pense qu'il vaudrait mieux partir sur du 39 large plutôt que sur du 40. Même le 43, je pense qu'il vaut mieux faire un carré de 39 par 39, comme ça on est sécure et puis on risque rien. Voilà. Donc ensuite, la machine, elle existe avec plusieurs options. Donc sur la table, vous pouvez voir qu'ici, j'ai des tubes en aluminium. Ces tubes en aluminium sont en fait des pieds pour rehausser les quatre coins de la machine pour pouvoir utiliser le module rotatif qui est ici. Le module rotatif, je vous le présenterai dans une deuxième partie parce que sinon ça va faire trop de choses à vous parler tout de suite. J'ai déjà commencé à faire de la découpe et de la gravure avec la machine, je l'ai full testé. Et la partie rotative, je vous la présenterai dans une deuxième partie sur la Xtool D1. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de décabler le moteur Y comme sur les Hortures. Il y a un petit connecteur ici, on a juste à prendre la rallonge qui est fournie avec, on branche sur le connecteur et en fait, on n'a plus qu'à dire dans le laser box qu'on est en train d'utiliser le module rotatif. Comme ça, c'est la carte mère qui va switcher sur le module rotatif.
Par contre, j'ai pas testé avec Lightburn puisque je ne l'ai pas, mais le fait on doit indiquer à la carte mère qu'on change de connecteur, je ne sais pas si ça elle est capable de le comprendre sur Lightburn. Donc je pense que là il faudra utiliser leur logiciel Lazerbox. Voilà. Donc ensuite, niveau connectique, qu'est-ce qu'on va avoir sur la machine? On va avoir sur le côté un port USB et on va avoir également le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi va être utilisé pour envoyer les fichiers via de l'ordinateur via la machine sur la carte SD qui se trouve dedans. On peut utiliser la carte SD sur un ordinateur. Vous prenez votre carte SD, vous la mettez dans l'ordi, vous mettez le fichier dessus, vous allez trancher avec Lazerbox, vous revenez, vous mettez la carte SD et ensuite on va avoir le petit bouton qui est ici qui va permettre de faire l'action de démarrage du travail. C'est pour ça qu'il faut mettre qu'un seul fichier puisqu'au final c'est le fichier qui sera le seul et unique sur la carte SD qui sera lancé à partir du moment où on appuiera sur ce bouton. Une fois qu'on aura appuyé sur ce bouton, la machine va démarrer le job qui est sur la carte SD. Là, ça va être à vous de bien vous positionner parce que la machine ne va pas faire de home. Elle ne sait pas où aller et elle va prendre en compte que là où elle est positionnée à l'instant T, ça va être le point d'origine. C'est-à-dire qu'en gros, si la machine est là et qu'on a un grand carré à découper, qu'on appuie sur le bouton là, ça va venir faire n'importe quoi. Parce qu'il faudra en fait se placer dans le coin là-bas. Alors, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est que je vous conseille de positionner la machine sur une table et de vous faire un quadrillage en dessous pour savoir où vous positionnez avec des graduations et tout, parce que sinon c'est vraiment le bordel, vu qu'on n'a pas de end-stop, on ne sait pas où on est. Donc il suffit de cogner la tête, de faire autre chose ou quoi que ce soit, de bouger l'objet qu'on vient de travailler, on est complètement perdu dans l'espace, on n'a pas de positionnement physique. Donc c'est vraiment... Là par contre je pense que c'est le gros point négatif de cette machine-là. Alors une petite chose que j'aime bien sur la tête laser, c'est la petite patte qu'on va avoir sur le côté ici. Cette petite patte va nous permettre de régler la focale. Ça, c'est pratique parce que comme elle est rétractable, on peut la ranger et pendant qu'on fait une gravure, ben, ça ne gêne pas. On n'a pas besoin de chercher une cale ou les petits tubes en métal qu'on a sur certaines machines ou même un petit morceau de plexi qu'on vient caler dessous. Là, ça fait plus propre, c'est tout intégré dedans. La tête, ça fait vraiment bien fini. Moi, je trouve que cette machine-là, par contre, niveau esthétique, on est quasiment sur du pro, on va dire du pro amateur. C'est vraiment quelque chose qui commence à devenir propre et qui pourrait très bien aller dans un atelier et qui a besoin de machines qui ont une belle gueule, quoi, ce que je veux dire. C'est vraiment bien fait, c'est propre. Même le module rotatif, il est bien conçu. On a besoin que d'une clé pour décaler les largeurs de tubes, et ça je vous en parlerai dans la partie laser rotatif. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au montage de la machine, et ensuite je vous présenterai les objets que j'ai fait avec. On fera une petite partie sur Lazerbox, le logiciel propriétaire de la machine, et vous verrez que franchement ça permet de faire des petites choses quand même pas trop mal. Après on peut quand même dessiner via Inkscape des dessins en vectoriel ou en SVG, ou même du DXF, et ensuite on peut les importer directement dans Lazerbox. Là, on peut quand même travailler avec un logiciel externe hein, si on veut faire du dessin. Parce que Lazerbox, il est vraiment limité à pas faire des carrés, des cercles, faire des textes. Et encore, c'est pareil, les polices de texte, j'ai vu que Lazerbox, il déconne énormément. Il y a certaines polices qui ne m'affichent pas du tout. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un cercle, par exemple, dans Lazerbox, on peut faire un cercle, et ensuite on peut faire une gravure à l'intérieur. On peut faire une découpe et une gravure en même temps. Mais par contre, c'est pas un système de calque comme sur Lightburn, c'est vraiment les deux vont se faire et puis c'est tout, quoi. Il n'y aura pas possibilité de mettre 36 calques sur le truc, quoi. Si jamais vous faites des découpes partout, il va faire toutes les découpes et il va faire ensuite toutes les gravures. C'est vraiment, c'est pas comme Lightburn où on peut régler des paramètres de calque en disant par exemple je veux 30% de puissance ici, 50 ici, 40 ici, on peut pas faire des dégradés. C'est vraiment le truc le plus basique qui existe. Après ils ont une version pro, comme je disais, Lazerbox Pro, mais qui est réservée à toutes les machines CO2 de la gamme. On ne peut pas faire grand chose dessus pour la Xtool D1. Une autre petite chose, sur la carte mère, on va trouver un bouton qui va nous permettre de flasher le firmware. Alors le bouton, moi je l'ai laissé sur la position flashage parce qu'au final ça sert à rien de le remettre en arrière. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez brancher la machine en USB sur Lazerbox, en fait la machine va être reconnue et on va pouvoir faire des mises à jour de firmware directement du logiciel. Et ça va également nous servir pour configurer le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, une autre petite chose. Normalement, il existe une application qui se met sur les téléphones portables. Le problème, c'est que l'application est en chinois. C'est pas fini, ça fonctionne très mal et je pense que c'était un logiciel qui avait dû être sorti déjà il y a longtemps et qui n'a pas été fini parce que moi la dernière fois que je l'ai installé c'était dégueulasse. C'était dégueulasse et franchement j'ai été déçu de l'application parce que je me disais que je pourrais peut-être positionner les axes avec mon téléphone et en fait l'application, donc si Xtool regarde la vidéo, si vous comptez le mettre à jour un jour ou l'autre, on sait jamais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit assemblage de la machine. Vous allez voir, ça va aller très vite. Allez, à tout de suite pour le montage. Donc du coup, on va pousser le portique central sur le côté. On n'en aura pas besoin tout de suite. Donc on va passer à l'assemblage de toute la structure. Donc on va avoir le panneau avant. Alors ici, vous allez avoir les connecteurs avec le bouton pour l'allumer, le port USB et le port d'alimentation. Et vous allez avoir un des côtés qui est celui-ci, sur lequel c'est déjà, en fait, ils ont déjà creusé dedans avec des petits symboles. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Celui-ci va venir du côté des connecteurs. Les courroies, vous allez les laisser en place. Elles sont déjà pré-montées. Vous allez les laisser comme ça. Vous essayez de ne pas la vriller, vous essayez de la mettre correctement.
On va faire pareil de ce côté avec le moteur. On va mettre le moteur à la face avant. Comme ça, on aura le tenseur de courroie qui sera derrière. Là, on va poser ça comme ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à positionner. Voilà, on le fait glisser par l'intérieur. On regarde bien que la courroie est toujours bien placée. On regarde que la courroie est toujours au bon endroit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'avant. On va faire pareil. Tac, on encastre ça dedans. Là, on va faire pareil. On va prendre ça comme ça. Et tac. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va prendre toutes les petites vis, les plus petites vis M4, et là, on va venir les placer. Alors, on commence par celle du dessus, c'est plus pratique, ça permettra d'aligner. On ne serre pas tout de suite, hein, comme ça, on va pouvoir mettre bien d'équerre tout le châssis. Et comme je vous ai dit, on ne serre pas tout de suite, parce qu'on va mettre d'abord celle de devant, en fait, des faces, en fait, pour pouvoir l'aligner correctement. Après, leur système, là, en aluminium, ça a été usiné de telle façon que, normalement, dès qu'on place toutes les vis dans les trous, ça va le placer correctement. Donc là, vous voyez, on place les petites vis dans les petits trous qui sont ici. Ceux du dessus, on a déjà préplacé. Là, on va faire tous les petits trous. Sauf celui du milieu. Celui du milieu, ça sera pour les tenseurs de courroie, donc ça sera les vis plus longues. Alors, vous regardez bien que les trous soient bien alignés, hein, pour ne pas mordre sur le côté de l'aluminium. Alors, ce que vous faites, c'est que vous ne serrez pas tout de suite. Hein. On va prendre le temps de bien aligner toute la structure. Même de chaque côté, là, comme ça. Là, on va retourner la machine. Donc là, on fait pareil à l'avant. Voilà, donc maintenant qu'on a tout placé, on va tout serrer progressivement. On va serrer en croix. On va serrer ici, 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 ici. On va vraiment faire en sorte que le châssis s'aligne correctement. Et ensuite, une fois qu'on aura fini, on viendra serrer les vis du dessus, devant, ainsi que derrière. Bon, là, je le fais grossièrement pour la vidéo, parce que de toute façon, la machine, je vais la redémonter pour la remettre dans son carton. Comme je vous ai dit, si jamais ça vous intéresse, ça sera à vendre. Et voilà, donc le châssis est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à la mise en place de la tige lisse avec la petite poulie. Alors, pour ce faire, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vous allez avoir la courroie qui est prémontée de chaque côté. Sauf qu'il y en a un côté qui est déjà installé sur le moteur. L'autre côté, c'est celui où on va venir fixer la poulie. Mais avant de mettre la poulie, on va devoir rentrer le coupleur, le faire glisser sur la tige. Sinon, on ne pourra pas l'enficher directement sur le moteur. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre la poulie. On va venir passer la courroie dedans. Et là, en fait, au fond, vous allez avoir un petit roulement dans son logement. Et ce petit roulement, il va falloir venir mettre la poulie, en fait, la tige directement dans le roulement. Et ensuite, il va falloir venir caler en arrière, refaire glisser pour fixer directement sur la tige du moteur le coupleur. Donc là, on prend la courroie. Alors, si c'est pas aligné les deux côtés, c'est normal, hein, c'est pas grave. On le fera grâce au coupleur quand on ne l'aura pas encore serré. On va venir tout mettre à l'arrière, les deux côtés. Et une fois qu'on aura mis les deux côtés à l'arrière, on pourra aligner. Voilà, une fois que le coupleur est placé à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la clé. On va serrer un des côtés du coupleur. On va serrer celui qui est sur la tige, comme ça évitera qu'elle coulisse. Et celui du moteur, on ne va pas le serrer tout de suite. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites pattes là, on va l'amener à fond à l'arrière. Voilà, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va placer la courroie comme il faut, mais ça on le fera après. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va installer le portique maintenant, on va aligner le tout, et une fois qu'on mettra les tenseurs de courroie, on va tendre la courroie de chaque côté, tout en gardant la pression ici, et une fois que ça sera fait, on viendra serrer le coupleur définitivement pour avoir quelque chose de parfaitement d'équerre, comme ça l'axe X du portique sera vraiment à fond de chaque côté. On n'aura pas un espèce d'effet de parallélépipède quoi. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les deux vis M4, les moyennes, de chaque côté. On va prendre le portique. Et là, ce que vous allez faire dans le portique, moi, quand la machine est arrivée, la courroie n'était pas installée dans la petite mâchoire qui est ici. On a une petite mâchoire en plastique. Donc là, vous ne prenez pas le côté du haut, vous prenez le côté du bas, vous la faites légèrement tourner. Et là, elle va s'enclencher automatiquement dans l'espèce de guide là. Une fois qu'elle est dedans, la courroie est installée. Donc le tenseur de courroie qui est ici, je vous expliquerai comment le tendre après. Hein. En fait, vous avez une petite vis qui est ici. Et une fois qu'on va venir fixer par l'extérieur, ça va tendre la courroie. C'est comme ça que ça fonctionnera aussi sur les deux côtés Y. La platine qui va tenir la tête du laser va se mettre face à nous. En fait, le logo Xtool est là-bas. On met la surface de la tête vers le logo Xtool. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend. On vient le placer à l'intérieur ici. Voilà, donc ensuite, on va placer ça comme ça. On va prendre les deux vis de chaque côté.
on va les mettre dans le profilé. Comme je vous ai dit, on ne serre pas tout de suite, hein, on fait en sorte de bien l'aligner. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc le portique est installé de chaque côté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va finir de serrer le coupleur à l'arrière. On va fixer les deux tenseurs de courroie. Donc pour ce faire, on va prendre ici, là, on va prendre les grandes vis qui sont comme ça. On en a une à fixer ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est contrôler la tension de la courroie. Vous contrôlez la tension de la courroie, vous avez une vis qui est ici. Vous pouvez légèrement la desserrer, tendre la courroie avec la vis du côté. Une fois que vous estimez que la courroie est bien tendue, vous verrouillez celle-ci. Et là, on ne touche plus à celle-là. On va faire pareil de chaque côté. Donc là, on prend celle-ci, on vient la rentrer là. Une fois qu'on est placé en face, voilà. Et là, même principe pour le tenseur de courroie, vous avez une vis sur le côté que vous allez défaire. Et une fois que vous l'avez desserrée, la petite vis, vous pouvez tendre la courroie avec la vis de l'arrière. Mais avant de faire ça, on va d'abord placer celle-ci. Donc là, on place notre tenseur de courroie. On regarde bien que la courroie est dans la poulie de chaque côté. Voilà, donc là, la courroie, je regarde, elle n'est pas trop mal tendue. Donc là, je peux serrer mon contre-écrou. Et là, on a quelque chose de pas mal. Une fois que vous êtes bien aligné de chaque côté à l'arrière, à fond, des deux côtés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir serrer notre couple-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu maintenant. On peut desserrer, tourner un petit peu la tige. Et on a accès aux écrous. Et voilà, et là, on est bon. Là, la machine est bien montée. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre le câblage et la tête laser. Donc là, c'est pas compliqué. La tête laser, on la prend, on la fait passer ici. Mais avant de la passer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer le câble. Puisqu'en fait, le câble, il va venir se coincer à l'intérieur. Et en fait, après, on ne pourra plus y avoir accès. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le câble. Alors d'abord, on va retourner la machine pour câbler tout ça correctement. Donc là, on est bon. Donc là, on prend le câble. Alors, le câble, on va le faire passer par le côté, mais par l'extérieur. On va avoir un rouge, un blanc, qui vont venir se mettre directement sur la carte mère. Vous ne pourrez pas vous tromper. Il y a un détrompeur sur la carte mère de couleur. Voilà, le petit rouge. Le petit jaune, s'il était démonté, c'est le câble du moteur Y. Tac. Ensuite, on va avoir le moteur X qui est ici, en bout de câble. Donc là, on va le passer, on va le mettre là. Tac. Une fois que ça c'est fait, on va prendre ça. Et là, ça, on va le faire passer par l'intérieur, comme ceci. On va le retourner par l'intérieur comme là. Et on va prendre la tête laser qu'on va retourner. Pour le montage du câble, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit coin ici, là, en fait, une petite encoche. Cette petite encoche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pincer la gaine avec. Moi, c'est ce que je fais, comme ça permet d'avoir la gaine qui suit avec le câble. Tac. Vous voyez, si jamais la petite gaine ne s'est pas bien prise dedans, là, en fait, elle a tendance à se barrer. Ils auraient pu mettre un... Voilà, vous voyez, là, avec la gaine qui est rentrée à l'intérieur, ça fait plus propre. Comme ça se balade pas trop. Et là, une fois qu'on a fait ça, on prend la tête laser. On la place. Et on verrouille la petite molette ici. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des petits colliers qui sont fournis dans le sachet et faire un câble management en venant fixer. En fait, vous avez des petits trous directement sur les rails. Même en dessous, vous avez des petits trous qui vous permettent de fixer directement le câble. Comme ça évite que le câble il se promène sur la surface de travail. Mais du coup, bah, là, on est prêt en fait. La Xtool D1 est prête. Maintenant, on n'a plus qu'à passer sur le logiciel Laserbox. Voilà, donc on se retrouve pour la partie informatique. Alors, dans un premier temps, on va télécharger le logiciel. Alors, au moment où j'ai fait la vidéo, au début, il y avait le logiciel Laserbox basique qui existait, qui se trouve ici. Mais entre temps, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai tardé un petit peu à faire la vidéo, parce que je voulais vraiment tester la machine, et au début, le logiciel n'était pas vraiment au point, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas vraiment. Et au final, je pense que Xtool il coûtait pas mal de monde, parce qu'entre temps, ils ont sorti la mise à jour, et carrément, ils ont refait un nouveau logiciel. Donc on va le chercher dans Software, et il s'appelle Xtool Creative Space. On va le télécharger pour Windows, donc du coup, on peut voir que c'est compatible avec la M1, D1 et D1 Pro, parce qu'entre temps, il y a la D1 Pro qui est sortie. Une fois installé ce logiciel, il va nous installer tout le pilote pour utiliser la machine, la Xtool D1. Là, vous pouvez voir qu'il a détecté automatiquement, il s'est directement connecté dessus, puisqu'il a détecté que la machine était connectée en USB. Si ce n'est pas fait, vous allez pouvoir ici, dans connecter, vous voyez que c'est connecté. Si ce n'est pas fait, vous allez avoir le bouton qui va s'appeler connecter. Alors, ici, aller sur Switch Device. Et en fait, ici, on peut voir toute la liste de nos lasers qui seront connectés sur la machine, enfin sur l'ordinateur. C'est-à-dire que si par exemple on a la M1, la D1 Pro et qu'on veut utiliser plusieurs logiciels, enfin qu'on veut utiliser plusieurs processus pour faire plusieurs gravures, si on a plusieurs machines, qu'on a un parc, on aura toutes les machines qui seront affichées ici. Si elles sont connectées en Wi-Fi, ça sera dans cette catégorie-là, vous les aurez ici. Moi là, elle est uniquement connectée en USB pour l'instant. Donc là, on va cliquer sur Xtool D1 en USB. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir aller voir, on a plusieurs onglets sur les côtés, on va avoir Settings ici. Dans Settings, on va pouvoir faire des mises à jour du logiciel. Alors, dans le général, on peut choisir
paramètre d'unité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser soit le millimètre, soit le pouce. Nous, on va utiliser le millimètre ici. Alors dans le langage, par contre, il va y avoir de l'anglais et après c'est que du chinois, coréen et des langues asiatiques. Nous, on va utiliser l'anglais du coup pour l'instant. Alors après, vous pouvez voir ici que pour l'instant, nous sommes sur la version 1 bêta 5.6. Alors, le logiciel Creative Space de Xtool est encore en cours de développement pour être amélioré et tout, mais il va remplacer complètement Lazerbox. Donc là, on peut voir qu'on a la dernière version dans Software Update et About. En fait, c'est juste, ça vous met 3 petits onglets, mais en fait, ils sont directement affichés en une passe. Voilà. Donc ensuite, on va avoir ici dans le paramètre de la Xtool, comme je vous ai dit, on va la démarrer, on va la connecter ici. Là, on peut voir que la machine est renommée en Xtool D1. On peut changer le nom, on peut la renommer, l'appeler différemment si on en a plusieurs. On peut mettre Xtool D1, je sais pas moi, numéro 1, numéro 2, numéro 3, si on a un parc de machines. On peut voir qu'ici, le modèle est reconnu en tant que laser 10 watts, on a le numéro de série ici. Firmware version, on peut voir qu'ici, j'ai la dernière version. Si ce n'est pas fait, vous cliquez sur Check for Update quand la machine est connectée en USB. Là, il nous affiche en haut que nous avons la dernière version. Si ce n'est pas le cas, il va nous afficher une autre fenêtre avec la possibilité de mettre à jour. Il va vous afficher une petite icône avec une petite image avec le petit bouton à switcher sur la machine pour passer en mode firmware. Moi, de toute façon, le bouton firmware, je le laisse activé puisqu'au final, quand je le repasse dans l'autre sens, ça ne change rien du tout. Ça, c'est vraiment pour éviter de faire des manipulations et autres, si vous voulez le repasser dans l'autre sens. Moi, vu que la machine, il n'y a que moi qui l'utilise, je reste en mode activé. Donc le petit bouton, le petit switch, il sera affiché de toute façon, ils vous expliqueront la manip. Dans Wi-Fi Setting, ici, ça c'est pour paramétrer votre machine en Wi-Fi pour qu'elle se connecte automatiquement à votre box. Moi, je vais déménager dans pas longtemps, donc du coup, là, en fait, je vais résilier la box parce que j'étais en 4G box et que je suis plus éligible pour ce truc-là. Donc, en gros, je vais déménager et je vais pas reprendre une box tout de suite. Je me suis dit que pour l'instant, je vais juste utiliser la 4G de mon téléphone. Donc là, c'est normal que je n'ai pas de box connectée. Ici, dans Wi-Fi Name, vous aurez le SSID de votre box. Si vous avez une box free ou autre chose, vous aurez le nom ici. Vous rentrerez ici votre mot de passe de votre Wi-Fi et la machine se connectera automatiquement au Wi-Fi sans le câble USB par la suite. Ça sera pour travailler via le Wi-Fi ou pour transférer des fichiers sur la carte SD et les avoir directement accessibles via le petit bouton sur la machine. Moi, je préfère l'utiliser en USB pour le fait qu'il n'y a pas d'icône, enfin il n'y a pas d'écran sur la machine, donc je préfère l'utiliser comme ça. Et sachant que le bouton, juste le clic-clic, bah, en fait, c'est vraiment à vous de savoir quel fichier vous avez mis dessus et bien régler le paramètre de home et tout ça. Donc là, on passe au réglage en mode USB. Donc là, Working Paramètres. Alors ici, vous allez avoir la position de la tête laser. Donc on a ici Laser Spot, c'est-à-dire qu'en gros, la machine va se positionner uniquement avec un petit pointage du laser. Ça va dessiner un petit point bleu et en fait, ça vous permettra de vous positionner au point de votre pièce que vous voulez utiliser. Le Red Cross, c'est sur la machine, on a une petite croix rouge qui est avec un petit laser qui est décalé de la tête laser. Et ici, on peut voir qu'on a un offset qui, en fait, l'offset correspond au décalage du pointage de la grille laser par rapport au pointage du point bleu. Par contre, vous pouvez voir qu'à l'arrière, quand je clique sur Laser Spot et sur Red Cross, vous pouvez voir que la grille change. Ça, c'est tout simplement parce qu'on perd en surface de travail par rapport à la croix rouge. On ne peut pas aller à un maximum de la surface vu que la croix rouge est décalée par rapport au pointage du laser. Donc ça, c'est à prendre en compte si vous utilisez la croix rouge. C'est pareil ici, les paramètres d'offset, ça sera peut-être à ajuster, ça ne sera pas forcément pile poil au niveau du pointage laser. Ça dépend de comment la construction du laser a été faite. Mais en gros, ces valeurs-là sont vraiment pas trop mal. Après, on peut vraiment se positionner. Et puis, comme je vous ai dit, c'est pas aussi précis qu'avec des end-stop mécaniques, quoi. Voilà. Donc, ces valeurs, je vous conseille de les noter d'un côté, parce que si jamais des fois ça se remet à 0 ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours avoir une base de départ, hein, ici 1,5 et -2 pour le Y. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir pas mal de petites choses sur les côtés ici, avec la possibilité d'importer des images. Alors, attention, le bouton image ne veut pas seulement dire image. C'est qu'en gros, on va importer tous les types de fichiers que le logiciel est compatible, c'est-à-dire JPEG, GIF, PNG, BMP, mais également les SVG et DXF, c'est-à-dire les dessins vectoriels ou les tracés, pour pouvoir faire directement de la découpe. Donc là, si je vais dans Projet Laser, par exemple, ici, là j'ai des projets que j'ai découpés, notamment la petite boîte que je vous montrerai après dans les objets que j'ai découpés avec. Là, on va l'ouvrir, et vous pouvez voir qu'ici, ça m'ouvre. En fait, ça, c'est un fichier DXF que j'avais dessiné directement sur SolidWorks, que j'ai exporté en DXF. Donc là, on peut voir qu'on a le fichier DXF. On peut sélectionner chaque petit élément qu'on peut déplacer, qu'on peut placer comme on veut sur la map, hein, sur la surface de travail. Si jamais notre pièce de bois n'est pas assez grande et qu'on veut les placer ici pour découper uniquement un rectangle parce qu'on n'a pas assez de bois, on peut le faire. Là, on peut le remettre comme c'était à la base. En fait, on peut faire CTRL Z pour le replacer correctement. Voilà.
Et ici, on va avoir donc la possibilité de resélectionner l'élément de travail. Et là, on va avoir la possibilité de soit graver le contour, uniquement de la gravure de contour, soit faire une gravure pleine. C'est-à-dire qu'en gros, là, en fait, enfin là, ça va pas le faire parce que c'est un DXF et normalement, le DXF, ça va juste faire une gravure de trait. Mais je vous montrerai avec une image pleine qui vient d'une simple image. Ici, dans Cut, on va avoir, donc, vous voyez que ici, ça passe de orange. En fait, tout ce qui est orange, c'est de la gravure et dès que ça passe en violet, c'est de la découpe. Donc là, vous voyez qu'on passe en mode découpe ici. Et là, on va pouvoir régler notre puissance. Alors ici, dans le matériau, vous allez pouvoir définir des différents types de matériaux. Donc par exemple, le 3 mm plywood, qui va être ici, va avoir des paramètres prédéfinis. Vous voyez, Xtool Selected Référence, ça c'est des paramètres que le bois de Xtool, c'est en fait on peut acheter du bois de chez Xtool directement. On a ici la boutique, là dans le shop, et on peut aller directement sur leur site pour acheter des planches de plywood ou autre chose. Mais je vous montrerai après dans la catégorie de projets, parce qu'il y a des projets qui ont été publiés par des gens, et directement avec des liens pour aller acheter directement les matériaux sur le site de Xtool pour avoir ce qu'il vous faut comme matière première. Donc là on peut voir que pour du 3 mm en plywood, c'est-à-dire contreplaqué, il va nous mettre ici 100% et ici une vitesse de 3 mm par seconde pour 3 passes. Vous pouvez ici définir vous-même vos propres réglages. Vous pouvez mettre 100% ici. Vous pouvez régler ici par exemple la vitesse à 3 ou 4 ou même 2. Enfin, vous pouvez vraiment descendre. Si vous voulez faire par exemple du 3 en une passe, moi je vous dis du contreplaqué à 100% avec 3 mm par seconde sur du contreplaqué ça passe. Hein. En une seule passe, il n'y a pas besoin d'en faire 3 comme ils disaient sur leur réglage. Ça c'est si vous faites du MDF qui sera un peu plus compact ou des matériaux qui sera un peu plus difficiles. Mais ça après de toute façon vous pouvez ajouter ici, créer des matériaux, vous pouvez en rajouter vous-même. Vous pouvez carrément les télécharger, vous voyez, des matériaux tout près. Vraiment une liste de matériaux qui sont assez complètes et qui seront rajoutés par la suite par les utilisateurs. Voilà. Donc là, on n'a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que voilà, on a un paramètre, enfin on a un travail tout prêt. Alors ici, on peut carrément dessiner, on peut les sélectionner par exemple des rectangles ici, on peut sélectionner un rectangle ici. Si jamais je veux en faire un deuxième, je peux en faire un deuxième ici. Et là par exemple, vous pouvez voir que si je sélectionne mes deux rectangles, je peux les combiner, faire subtract. Unit, c'est pour les additionner. En fait, si je clique ici, vous voyez que ça va me créer un seul solide, enfin une seule surface. Et là, en fait, ça va fusionner les deux catégories. Là, je peux faire l'inverse. Hein, je peux sélectionner, je peux soustraire. Vous voyez que par exemple ici, ça m'a soustrait la forme de l'autre rectangle que j'avais rajouté. Là, on peut sélectionner tout. Et on peut carrément garder juste le petit carré du milieu. C'est ça si jamais on fait des formes complexes. Ou sinon on peut soustraire ici, mais en fait là ça va garder, en fait ça va creuser le trou au milieu, mais là ça se verra pas, puisqu'au final les lignes c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc là si jamais je faisais par exemple ici avec vectoriel, on peut dessiner. Et on peut dessiner carrément ici sur l'objet, faire quelque chose. Là je peux dessiner ça, et là par exemple si je veux faire un trou à l'intérieur, je peux faire un trou à l'intérieur. Oui. Là si j'appuie sur la touche Shift, Maj, on peut par exemple intégrer un rond à l'intérieur. Voilà. Si jamais je veux créer par exemple une forme ici, que je veux l'enlever, je sélectionne ça, ça, et là je fais soustraire. Et là vous voyez que ça enlève la forme. Par contre si je veux faire l'inverse, si je veux prendre ça, celle-ci et celle-ci, et que je fais soustraire, vous voyez que ça enlève que le rond. Par contre ça ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder juste le rond. Il faudrait faire une autre manip. Par contre, c'est pas pratique de sélectionner des zones aussi petites. Donc là, je peux faire overlap. Et là, on garde juste le cercle en fait de l'objet. Voilà. Donc là, on va les fusionner. Par exemple, on va faire combine, unit. Et là, voilà, on a un objet, on a quelque chose de pas trop mal. On peut également créer du texte. Hein. On peut importer du texte ici. On va sélectionner là, on va mettre là. Et puis là, on peut aller chercher nos polices de texte qu'on aurait importées. Par exemple, ici, j'en ai téléchargé quelques-unes. Vous voyez que ça change automatiquement. On peut sélectionner la taille, on peut changer notre texte ici, hein, si je mets notre fixe. Et ici, ça change automatiquement le texte. Voilà, on peut choisir l'alignement, on peut choisir la taille si on veut que ça soit gras, pour que ça soit un peu plus épais. Alors là, on est en mode gravure, on est en mode orange, donc c'est de la gravure. Si je me mets en mode engrave, vous voyez qu'ici, en mode score, ça fait le contour. Si je me mets en mode engrave, ça remplit toute la surface, c'est-à-dire que ça remplit vraiment l'objet. Si je fais pareil ici et que je me mets en mode engrave, ça va remplir l'objet. Vous voyez. Donc là par exemple si je veux aller ici pour faire ça, là je peux faire ça, je peux tout sélectionner et par exemple ici je peux faire soustraire. Et vous voyez que là ça va enlever le texte à l'intérieur de l'objet.
Voilà, c'est tout bête. Par contre, maintenant, je peux plus sélectionner le texte à l'intérieur. Il faut que je revienne en arrière si je voulais le déplacer. Voilà. Par contre, ce que je peux faire également, c'est si je me mets ici et que je passe en mode cut, là, le texte sera découpé. Alors, il y aura la gravure qui va se faire et la découpe qui se fera ensuite. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va faire la gravure de l'objet bizarre, là, et ensuite, Xtool va venir, enfin, le logiciel va venir découper le texte, ce qui veut dire qu'on aura un trou dans cet objet tout bizarre. Après, ce qu'on peut faire, c'est que cet objet-là, si on veut garder quelque chose de pas mal, on peut soit tout graver en noir et avoir une découpe, soit on peut découper cet objet également. Et après, on ne peut pas faire un système de calque, il faudrait revenir en arrière, ne pas bouger la machine, refaire ici un mode gravure, et comme ça, on pourrait faire une découpe en plus d'une gravure. Sinon, je copie, je colle, et vous voyez que c'est décalé par contre. Donc là, en fait, je ne peux pas garder... là, vous voyez, j'ai réussi à me positionner, mais bon, c'est un peu bizarre. Là, on peut arranger pour tout passer à l'arrière. Vous voyez? Et là, ici, en fait, on a le contour plus la gravure. Ce qui veut dire qu'en gros, là, il va faire la gravure de tout ce qui est orange et il va découper le contour du texte et ensuite le contour de l'objet. On peut faire comme ça. Mais il faut vraiment pouvoir se positionner vraiment dessus. Là, vous voyez que... Bon, là, il arrive à détecter. Ça, c'est pas mal parce que Laserbox avant n'alignait pas et ne pouvait pas se greffer dessus directement comme ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, bon, on va considérer que notre préparation est prête. J'ai oublié de vous parler de shape ici. En fait, c'est des formes prédéfinies. Hein. Vous avez des feuilles, vous avez des cercles, des étoiles, vous avez plein de choses qui sont déjà tout prêts ici, des objets pour créer d'autres objets, faire des vaisseaux, faire des machins, des trucs. Il y a pas mal de formes en fait. Hein. Vous pouvez voir ici. Si je prends ça, vous voyez que vous avez une espèce de roue dentée là qui est pas mal en style mécanisme. C'est sympa. On peut faire une gravure de ça ou on peut le découper. Voilà. Donc là, on a ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que notre machine est connectée. On va aller ici dans Start. On va partir du principe que nos paramètres sont bons. Ça sera à vous d'ajuster en fonction du matériau que vous voulez faire. Et là, on a la machine qui va démarrer. Et en fait, on va avoir possibilité de bouger nos axes ici, à la main. On va avoir également la possibilité d'utiliser le laser spot. Mais vu que là, on est en croix rouge, on ne peut pas utiliser le laser spot. Si on était en mode laser spot dans les paramètres de la machine, on pourrait ici cliquer ici. Et ça nous ferait un petit point bleu sur la surface de travail. Et on serait automatiquement... où on peut placer notre tête en coin de la planche. Par exemple ici vous voyez que notre point de départ sera en haut. Si jamais on veut déplacer le point ici et qu'on met la tête laser tout en bas de la machine, dans le coin le plus bas de la machine, complètement à gauche, il faudra cliquer ici pour que notre travail commence vraiment à ce coin-là. Par contre, là ça va prendre en compte l'offset du point rouge comme je vous disais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous allez placer votre objet en bas. Voilà. Donc là, si on clique sur Framing, en fait, la machine laser va nous dessiner une frame par rapport à l'endroit où on se sera placé. Donc là, on aura juste à cliquer sur Start une fois qu'on estime que c'est prêt. Ça nous affiche ici un temps de 89 minutes. Vous pouvez voir que c'est assez lent parce qu'il y a la gravure, j'ai pas fait de réglage, j'ai mis au pif là. Mais avec des bons réglages de gravure et de découpe, ça mettrait peut-être moins de temps. Voilà. Une fois que vous estimez que c'est prêt, vous cliquez sur Start. Alors, si vous êtes en Wi-Fi, vous pouvez également dire à la machine d'envoyer sur la carte SD et après, ça sera à vous d'aller sur la machine et appuyer sur le bouton pour démarrer le job. Et du coup, on n'aura plus besoin de l'ordinateur. Voilà. Donc là, on a à peu près fait le tour sur le logiciel. Je vous ferai peut-être des vidéos plus poussées dessus, hein, sur support. Là, vous pouvez voir que ça vous envoie directement sur le site pour aller voir toutes les machines qui existent, les mises à jour, les outils. Il y a pas mal de choses. Dans projet, ici, vous allez avoir possibilité de télécharger des projets que des personnes ont déjà fait. Vous pouvez voir ici, par exemple, pour le module rotatif, vous avez des gravures ici. Il y a pas mal de petites choses. Hein. Vous avez des petits cubes ici qui sont aggravés. Par exemple, ici, vous avez un projet, par exemple. Et là, vous pouvez télécharger le projet. Vous pouvez voir qu'ici, vous allez avoir des réglages dans Xtool. Là, ils vont vous dire il vous faudra 4 planches de plywood, une planche de basswood. Et en fait, quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le site de Xtool. Vous voyez qu'ici, par contre, le matériau n'est pas disponible. Je vais regarder si le basswood est dispo. Ici, vous voyez que le basswood est dispo. Alors ça sera vraiment en fonction de ce qu'ils vont vous dire. Ça se trouve, là, c'est qu'il n'y en a peut-être plus en stock. Et du coup, il faudra regarder, quoi. Et en gros, ça vous dit ce que vous aurez besoin. Ici. Voilà. Donc après, vous pouvez télécharger le projet. Donc là, vous cliquez sur Start Project. Voilà. Bon, là, on va mettre non parce que c'est ce truc-là qui était ouvert. Là, par contre, quand vous cliquez sur ça, vous pouvez voir que là, ça vous affiche Yumi. Par contre, ça ne va pas connecter la bonne machine. Là, si je clique sur D1, ça nous dit que ça va modifier la surface de travail. Puisque la personne derrière qui a fait le projet n'était pas forcément sur la Xtool D1. Il pouvait être sur une autre des machines de chez Xtool. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les objets que j'ai découpés et gravés avec la Xtool D1 et je vous ferai une petite conclusion.
Alors après, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une partie 2 où je vous présenterai le module rotatif et on regardera comment ça fonctionne ici, en allant ici dans module rotatif. Voilà, donc là je vais vous montrer comment on règle la focale sur la Xtool D1. Alors on prend une petite planche qu'on met en dessous à notre objet de travail. On va desserrer la molette sur le côté. Une fois que c'est fait, on prend la petite patte ici pour la focale. On vient la positionner sur le bout de bois. Une fois que c'est fait, on serre la molette. Tac, on rabat le petit loquet correctement. On fait bien en sorte que les mains soient bien clipsées, sinon ça va se balancer quand on va faire de la gravure. Voilà, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec une petite découpe de l'avion que je vous montrerai juste à la fin. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de la Xtool D1. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les objets que j'ai fait avec. Hein. J'ai usiné quelques petites choses, il n'y a pas non plus énormément de projets. Mais au final, bah, les lasers, j'en ai fait le tour maintenant. Et au final, tout ce que je demande maintenant aux machines, c'est d'être de plus en plus puissantes. Les projets en eux-mêmes, il y a pas mal de choses que je vous présenterai bientôt. En fait, le logo que j'ai fait à l'arrière de moi, que vous voyez avec les LED là, ça, c'est un petit moment que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait avec cette machine-là. Je l'ai fait avec des machines que j'ai reçues après. Parce que j'ai fait plusieurs projets entre-temps. J'ai un autre logo full bois qui est comme celui-ci, que j'ai fait sur une autre machine aussi, que je vais vous présenter dans pas longtemps. C'est pour ça, là, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de machines 10 watts. Je fais pas mal de petites choses avec, et au final, à la fin, ben, j'essaie de me faire un avis de laquelle me plaît le plus ou pas. Clairement, la Xtool D1, pour moi, elle se révèle être une machine qui est quand même assez robuste, qui est quand même assez costaud, qui n'a pas de réel souci au niveau gravure. Hein. Au niveau gravure, elle est précise, elle est propre. La découpe, c'est pareil, elle est vraiment efficace. Par contre, le seul truc que je reproche, moi, c'est le fait qu'il manque des end-stop. Le fait qu'on ait uniquement un bouton sur une machine à ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Par contre, après, la qualité, voilà, c'est autre chose, quoi. La tête laser de 10 watts sur cette machine est quand même un petit peu plus efficace que sur... Par rapport aux 3 que j'ai reçu la Longer Ray 5 en 10 watts, j'ai reçu un clone de Atomstack, alors c'est un autre nom, hein, mais du coup ça ressemble à une Atomstack en 10 watts. Et pareil, j'ai reçu la Orture Master 3. Franchement, niveau puissance, je trouve qu'en premier, la Orture Master 3, les éclate toutes. Ensuite, la Xtool vient se placer quand même pas mal derrière. Par contre, la longueur et la clone de Atomstack sont légèrement en retrait. Alors la longueur est pas mal. Par contre, la clone de Atomstack, c'est vraiment la dernière. Elle est efficace aussi en 10 watts, mais pour moi, c'est vraiment des machines... Enfin, les deux autres, c'est vraiment des têtes pour de la gravure à forte vitesse. Par contre, celle-ci, elle est vraiment... Pour moi, celle-ci, elle est vraiment poussée pour la découpe. Au niveau gravure, elle est
Franchement, elle est bien, mais je la privilégie pour la découpe, celle-ci. Si vous cherchez vraiment une machine pour faire de la découpe sur une 10 watts, avec des petits morceaux de MDF, de petits contreplaqués, trucs comme ça, où vous allez vraiment vous amuser. Après, pour de la gravure sur de l'inox, j'avais fait des plaques que j'ai données à mon père, que je n'ai pas ici. Mais franchement, la gravure était nickel. De la peinture, enfin même des plaques en aluminium peint, la gravure est nickel. Sur des trucs anonisés, c'est pareil, ça marche super bien. C'est Franchement, je vous mettrai des photos. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez ce que je fais. Il y a pas mal de contenus qui ont été faits sur la gravure. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur Instagram. Vous verrez vraiment les résultats sur pas mal d'autres gravures qui seront à venir. Voilà. Donc, je vais vous présenter vite fait ce que j'ai fait niveau découpe. Parce que moi, pour moi, cette machine-là, c'était vraiment pour la découpe que je voulais la tester. Donc, j'ai fait le petit avion. Je vous ferai un gros plan. De toute façon, vous avez vu la vidéo juste avant du projet, hein, de la découpe du bois. Là, ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est tout fait en une passe. Ça s'est bien inséré. Après, ce qui peut jouer aussi sur l'insert, enfin, sur les inserts des pièces en bois comme ça va être si le dessin est bien fait de base. Parce qu'il faut bien prendre en considération que si vous faites des trucs de 3 mm et que votre bois ne fait pas 3 mm aussi, ça c'est un truc qu'il va falloir pas mal regarder aussi. Parce que dans les magasins, ils vous vendent par exemple du MDF, des fois vous disent c'est 3 mm, du 5 ou du 6 ou des trucs comme ça. Et en fait, ils font pas vraiment 5 ou 6 ou même 3, des fois ils font 3,2 ou des trucs comme ça. Alors quand vous faites des pièces qui vont s'insérer l'une dans l'autre, faites bien attention, mesurez bien vos pièces avant au pied à coulisses pour faire vos décalages. Voilà. Mais sinon, l'avion, je suis pas déçu, il s'est vraiment bien fait et il est quand même assez propre. Après, c'est du vieux MDF qui me restait, c'est des chutes, donc il y a des traces, des fois, des trucs dessus, mais bon, c'est pas grave. C'était pour tester, voir si ça marchait bien. Ensuite, j'ai fait une petite boîte. Alors, elle est déjà collée, hein, c'est du MDF que j'ai collé à la colle à bois. Mais franchement, c'est pas mal ces petites boîtes. Je me suis dit, je vais faire des petits organiseurs comme ça pour mettre sur le bureau. Donc, du coup, j'ai fait celui-ci. Et j'en ai fait plusieurs autres que je vous mettrai la photo sur le côté si vous voulez voir. Et franchement, c'est pratique de mettre sur des bureaux comme ça. Ça vous permet même de faire des petits meubles avec des petits tiroirs. Tout comme ça, vous pouvez faire plein de choses sur un bureau. Mettre je sais pas, des trombones, des clés USB, tellement de trucs, même des petites cartes SD. Ça, à la base, c'est pour les cartes SD que je l'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai refait l'espèce de panneau que j'avais fait déjà sur une orture. Alors, sur celle-ci, je l'ai coupé en une passe. Ça s'est très bien passé. La gravure, c'est pareil. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fichier avec gravure et découpe en même temps. Et on peut voir que ça s'est bien placé. Par contre, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment. C'est dommage qu'il n'y a pas d'unstop, parce qu'il faut faire le projet en même temps. Si jamais vous bougez la tête pour vérifier quoi que ce soit, vous savez vraiment plus où vous êtes. Et pour faire des trucs précis, c'est dommage. On ne peut pas faire vraiment quelque chose de précis sans avoir de stop. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait ce panneau lumineux. Alors c'est le logo du projet Mission Helios. Alors c'est une crypto que je suis depuis pas mal de temps. Moi, c'est un projet qui est bien parti. Je ne parle pas trop de crypto dans la vidéo parce que bon, c'est pas le sujet. Mais du coup, le petit panneau lumineux, là, je suis pas déçu de ce que ça a donné. Alors ce que j'ai fait, c'est que la face avant, ici, là, on a un cadre extérieur, on a un cadre intérieur, on a du plexi à l'intérieur également qui a été découpé dessus. Et à l'arrière, c'est un coffrage en fait que j'ai fait sur ma CNC. Donc du coup, en gros, le coffrage, il fait à peu près je crois qu'il fait 18 mm, un truc comme ça. Et après, la CNC, elle est venue usiner le coffrage pour mettre ici l'insert et le cadre. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'au final, comme j'utilise des DXF, que ce soit sur la CNC ou sur la laser, comme ça, au final, j'ai des cotes qui s'imbriquent vraiment les unes dans les autres. Et au final, on peut voir que l'ajustement est parfait. Le bloc est vraiment bien usiné. C'est bien intégré à l'intérieur. Ça fait super propre. Bon, là, je ne l'ai pas branché, j'ai pas pris la bonne prise. Mais ceux qui me suivent, ils l'ont déjà vu allumer sur Instagram et tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir hein, sur Instagram. Je publie beaucoup de choses sur les créations. Ça me fait vraiment un support en plus pour vous montrer ce que je fais. Voilà. Donc ensuite, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la petite découpe du dessous de verre. Donc là, c'est pareil, en une fois, j'ai mis le logo plus le cercle que j'ai fait sur Inkscape. Donc du coup, ça donne ça. Ça fait quelque chose de vraiment propre. Alors ça, c'est du MDF de 3 mm. Hein. J'ai fait des tests Alors j'ai fait un test de gravure sur du cuir. Ça s'est super bien passé. Je vous le mettrai en gros plan également si vous voulez voir. Mais franchement, c'est super. Alors, niveau puissance, là, c'est pour ça que je vous dis, un 10 watts, il faut faire très attention, parce que là, niveau puissance, je suis descendu à quasiment 5% de puissance et ça continue à graver. Donc, c'est pour ça que je vous dis que 10 watts, c'est vraiment costaud. Ensuite, j'ai fait des tests de découpe, plus ou moins profonds. Donc là, j'ai fait deux bouts de contreplaqué de 5 mm. Alors, les deux, là, ils ont été faits en deux passes. En une passe, ça aurait pu être possible, mais alors la vitesse, elle était quasiment inexistante. J'étais à 1% de vitesse. Donc le 20 watts, par contre, je pense que ça, il le passe sans souci. J'ai fait un autre test. Je me suis dit, je vais faire un gros crash test. Donc là, j'ai pris un morceau de contreplaqué de 1 cm d'épaisseur. J'ai réussi à le découper avec la machine. Par contre, il a brûlé, mais vraiment brûlé sur la fin. Et au niveau des passes, j'ai fait 18 passes avant d'arriver à passer à travers.
Donc c'est pour vous dire que au bout d'un moment, on perd de la puissance et au final, on n'arrive plus à passer à travers. Donc au final, ce qu'on fait, c'est qu'on brûle de la matière et en fait, tout ce qui est brûlé, ça empêche le laser de continuer son chemin. Donc du coup, ça a réussi à le couper, le morceau de 1 cm, mais c'était vraiment dégueulasse. Et puis je vous garantis que au niveau temps, j'ai mis un moment avant de réussir à passer à travers. Je crois que j'ai mis à peu près 5 minutes avant de découper ça. En faisant juste des passes comme ça. Je crois que ça a mis 5 minutes, parce que la vitesse était vraiment le plus lent possible. Mais sinon, sur des morceaux de MDF comme ça, en une passe, ça le passe sans problème. Donc c'était ma petite conclusion pour la Xtool D1. Si je devais lui donner une note sur 5, la Xtool D1 pour moi elle serait dans les... Allez, je vais lui donner un bon 4. Un bon 4 parce que la structure est quand même assez costaud. Elle perd le point sur le end-stop et le fait qu'on n'ait pas d'écran. Mais après, sinon, la machine en elle-même, elle est vraiment efficace. Et ce qui rattrape le tout, c'est la robustesse, le fait qu'elle soit en full métal. La tête, elle est vraiment efficace. Franchement, si vous prenez Nix Tool D1, vous ne serez pas déçu. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les lasers à part que ça grave et que ça découpe? Maintenant, c'est l'arrivée des têtes de 10 watts sur quasiment toutes les machines. Donc là, ça va vraiment être une question de... Pas tout à fait une question de goût, mais vraiment de ce que vous recherchez le plus. Si vous cherchez une machine propre, robuste et tout, ou alors une machine... après, c'est pareil, la longévité de la tête, j'en sais rien du tout. Il faut voir dans le temps. C'est pareil, là, sur une review, quand les marques me disent s'il faut que je me dépêche ou pas, malheureusement, j'ai pas le temps de faire un test sur un an pour voir si dans un an, la tête sera encore bonne. Ça, il faudra voir avec du recul des utilisateurs dans les commentaires s'ils veulent lâcher leurs commentaires en disant voilà, moi j'ai la machine depuis tant, je travaille H24 dessus depuis tant, et voilà, en fonction de ça, est-ce que la tête tient dans le temps ou pas? Il faudrait que je fasse des tests sur plus longtemps. Le problème, c'est que les marques derrière, elles t'envoient des machines, elles te disent voilà, vous pouvez me sortir la review la semaine prochaine. Eh ben, voilà, en 15 jours, je peux pas faire plus que ça, quoi. Donc je fais ce que je peux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que cette machine-là à tester derrière, j'en ai d'autres, donc voilà. Donc c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, de me faire connaître. Il y a d'autres lasers qui arrivent en 10 watts, donc comme je vous ai dit, le Master 3 de chez Ortur, Longer Ray 5 en 10 watts, j'avais déjà testé le 5 watts. Il y a également la Pergear, alors c'est la marque, j'arrive jamais à le dire, c'est Pergear, donc le truc là, le clone Atom Stack. Je vous présenterai ça plus en détail de toute façon dans la vidéo, je dirai le nom correctement. Voilà. Ensuite, il y a pas mal d'imprimantes 3D qui arrivent sur la chaîne. Il y a Gitek Mizar S, il y a la Magician X de chez Mingda. Et qu'est-ce que je vais avoir d'autre également? J'ai la Odin 5 F3 de chez Focus. Je vais avoir quoi d'autre également à vous présenter? Je crois que j'ai fait le tour normalement. Donc là, on est pas mal. Il va y avoir un PC portable que j'avais reçu également, que je voulais vous présenter, parce que ça peut servir pour les personnes justement qui servent des lasers, pour vous montrer que ce petit PC portable, moi, il me sert énormément dans l'atelier pour tout ce qui est gravure et découpe laser. Voilà. Donc je m'éparpille pas trop. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. C'était Christophe. Portez-vous bien.